mi-chemin à bicyclette. Salut Emmanuel, Salut Étienne, ça va? ça va très bien. Tu peux, sans nous révéler l'endroit où on est, me décrire un peu là ce que tu vois, c'est quoi l'ambiance, le bruit ambiant, là, tout ça? Bah là, on est dans un lieu, on est dans Paris déjà, et on est dans un lieu ouvert. On est en extérieur, une forme de terrasse quoi finalement, mais sauf qu'on est sur une petite manche debout. Mange debout. Ouais, on est un peu, je sais pas comme ça, pas comme ça qu'on le dit. Si, c'est comme ça. Ouais. Voilà, c'est très chouette. Non, on dit pas où on est, c'est ça? Si, Pas on encore, dit. on le Pas révélera encore. en cours d'émission. Ouais. Non, et c'est très cool de faire ce échange avec toi ici, c'est top. On boit des coups, c'est l'heure de l'apéro. Ouais, c'est vrai, on boit un petit verre. On boit un petit verre. Alors justement, bon, avant de parler du sujet, hein, la responsabilisation, on va pas non plus faire un discours de philosophie, mais tout à l'heure, quand on buvait notre premier coup, tu me disais que tu avais une certaine fierté en tant que manager de l'équipe de Wenabi, Ouais, 26 personnes dans la team, c'est ça. ça fait 4 ans que ça existe, Ouais. de les voir, genre 4 collaboratrices qui te font « Allez, salut, On part au week-end. salut Emmanuel, on part en week-end, elles vont faire la teuf ensemble ». Fierté un peu du point de vue du... Non, fierté d'avoir une équipe qui s'entend hyper bien. Ouais, ça Ouais. c'est clair. C'est vrai qu'on a créé une super dynamique de groupe et tout. Et ça c'est chouette, ouais, parce que mine de rien ça fait 4 ans, mais il y a certaines personnes qui sont là depuis presque le début, quoi, depuis 3 ans et demi. Et ouais, je suis hyper content de les voir encore, hyper motivés et qui s'entendent entre eux trop bien. Donc ouais, ça c'est cool. C'est vrai que ça fait partie des fiertés. Ouais. Et une certaine du coup responsabilité de ta part vis-à-vis de ce qui se passe par rapport aux collaborateurs dans la boîte. Bah responsabilité, ouais, parce que tu as clairement envie que, tu as envie que cette expérience, quel que soit le temps qui passe chez Wenabi, tu as envie que cette expérience, elle leur serve, qu'elle soit pour demain, tu vois, des acquis, des compétences acquises, etc. Et puis moi, responsabilité, parce que j'ai envie que les gens se sentent bien quand ils travaillent chez nous, quoi. Je veux que ça soit vraiment une expérience positive. Il y a beaucoup de boulot, parce que quand on est au début d'un projet comme ça, même si c'est 4 ans, au final, ça reste des petites boîtes avec des charges de boulot de temps en temps qui sont quand même assez lourdes. Ouais, des pics et des creux Ouais. à absorber quoi. Ouais. Et je sais que voilà, beaucoup consacrent pas mal de temps. Et donc voilà, ça on essaye toujours de faire mieux, parce que je pense que la vie perso par ailleurs est très importante, il faut garder un équilibre et tout. Mais de voir, d'essayer de responsabilité sur le fait que ça soit. Enfin, que les personnes qui viennent chez Wenabi en ressortent avec quelque chose de positif, quelle que soit la durée qu'ils ont passée chez nous, c'est hyper important pour moi. Donc là on a appréhendé le sujet de la responsabilité par le prisme managérial. C'est un des prismes, hein, parce que la responsabilité c'est un sujet qui est très vaste, on parle de la vie quoi tout simplement, mais Wenabi, pour le coup l'action de la structure que tu as montée il y a 4 ans s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire avec en toile de fond naturellement, puisqu'on parle d'impact, on parle de responsabilité, s'inscrit dans cette responsabilisation de la société. Parle-nous un petit peu de ce que vous faites, parce qu'on n'en a pas encore trop détaillé, mais vous faites quoi chez Wenabi ? Alors en fait, alors nous dans le principe de responsabilité, c'est vrai que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont, et de toute façon ça leur est demandé, c'est-à-dire la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, je pense que tout le monde en parle, tout le monde l'applique, et on le disait tout à l'heure, c'est une lame de fond, c'est quelque chose qui doit être instauré maintenant dans une entreprise qui à la fois se crée ou qui existe. Donc ce principe il est hyper important et nous on répond à cet enjeu-là. Ce qu'on fait nous très concrètement, c'est qu'on met en relation des assos qui ont des besoins, des assos d'intérêt général et des entreprises qui sont prêtes à se mobiliser et à mobiliser leurs collaborateurs. Ce que je pense aussi, c'est que les boîtes ont besoin de le faire avec leurs collaborateurs, c'est-à-dire de se dire qu'ils ont plein de gens qui travaillent au quotidien et comment ces personnes-là aussi on peut les mobiliser avec eux. Donc les boîtes en elles-mêmes ont une certaine forme de responsabilité vis-à-vis de leurs équipes. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est demandé par en fait, c'est les collaborateurs qui demandent. Tous les sondages disent qu'en fait, les personnes qui veulent travailler aujourd'hui, elles cherchent des boîtes qui sont responsables et ils veulent en faire partie en fait. Donc aujourd'hui, c'est la demande, c'est ça. C'est comment moi je peux contribuer aussi positivement et ne pas se dire simplement je vais au bureau, je reviens chez moi et j'ai mon salaire à la fin du mois. Évidemment, c'est une partie hyper importante, mais en tout cas, l'importance de l'impact et de la responsabilité de l'entreprise, ça prend une ampleur, je pense, qui en fait est normale aujourd'hui, parce qu'on va pas vivre dans un monde où finalement tout le monde tire dans son coin pour sa personne, et au final avec des externalités négatives, si je peux utiliser ce terme, qui sont terribles pour la planète, pour la société. Donc c'est une lame de fond, et ouais. Donc moi je suis Étienne, je bosse chez X, une grosse boîte à la Défense.
15 000 salariés dans la tour. Ouais. Mon manager, il a proposé de bosser avec Wannabe. Ouais. Du coup, sur mon temps de travail, Ouais. je peux dédier une fraction de ce temps à une association qui fait partie du portefeuille qui m'est proposé, je Ouais, suppose. ouais, c'est ça. J'ai même peut-être la possibilité d'en proposer d'autres. Ouais, je peux proposer aussi. Sur les trucs qui me tiennent à cœur. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça s'inscrit dans mon temps de travail. Ouais. Alors, nous, on pousse pour ça, mais il y a certaines boîtes qui disent, en fait, ça peut être sur ton temps de travail ou en dehors. Et tu peux dire, je fais une partie sur mon temps de travail parce que ma boîte m'a donné une demi-journée, une journée. Et puis après, je continue avec l'asso à faire plus sur mon temps libre quand c'est possible. Il y a des personnes qui ont pas le temps et c'est comme ça. Mais ouais, clairement, c'est ça. Et en fait, je prends ma journée, je prends mes 2 jours, je prends mes 3 jours, certains en donnent 10. Donc, Quoi, 10 jours ça arrive, il y a des entreprises qui donnent une journée par mois. 10 jours par mois? Non, une journée par mois. 10 jours Ah par ouais. mois, on n'a pas vu, parce que là, c'est un mi-temps. Ah, c'est un truc de... Ouais. Mais parfois, il y a aussi ce qu'on appelle du mécénat à longue durée. Donc, parfois, en fin de carrière ou en transition, on te propose pendant quelques temps d'aller dans une association pour acquérir des compétences, ou alors pour ta fin de carrière, commencer à envisager la suite. Mais ouais, c'est ça le principe. Et donc, tu vas donner ton temps. Maintenant, on essaie de faire en sorte que tu puisses donner ton temps et aussi tu puisses participer financièrement. C'est-à-dire que tu puisses faire un don, un don qui est abondé par ton entreprise. Et donc, tu puisses soutenir des assos malgré le fait que tu travailles et malgré le fait que tu n'as pas forcément le temps d'habitude pour faire. On va parler un peu de la trajectoire entrepreneuriale. Tu me disais, quand on buvait notre première bière, excusez-moi, on va peut-être pas en boire tant que ça, mais quoique, que tu me disais que toi, tu avais une fibre associative qui t'avait amené, on va dire naturellement, finalement, au projet Wannabe. Ouais. Là, je rentre sur le terrain du conseil entrepreneurial parce qu'il y a une volonté aussi d'accompagnement, de réponse à des questions pour des auditeurs qui nous écouteraient, qui se posent des questions. Et il y en a plein, je crois, de plus en plus. C'est donné à tout le monde d'entreprendre, il faut avoir des fortes convictions. Comment ça se passe ? Alors ça, c'est toujours le truc. Je pense que c'est pas tout le monde ne deviendra pas entrepreneur. Tout le monde n'a pas envie de le faire. Donc c'est ce qu'on disait. On n'a pas envie tous d'être entrepreneurs. Après, comment ça se passe ? À un moment, je pense qu'il faut être porté par son projet. C'est-à-dire qu'il faut croire beaucoup dans l'idée qu'on a et dans l'envie de le faire. Et après, il faut être prêt à vivre l'aventure qui suit. C'est quoi l'aventure ? On ne sait pas ce que ça va donner. C'est une aventure qui est en dents de scie, quoi. C'est des montagnes russes, clairement. Et c'est des moments où on a le sentiment de se dire, ça ne marchera pas. Nous, le début, on avait vraiment, on se disait, on fait ça, mais est-ce qu'on arrête ? On continue. On se mettait des objectifs tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on disait, mais où on en est en 3 mois ? Est-ce qu'on a atteint ces objectifs-là, tu vois ? Parce que sinon, on te dit à des jours, mais ça marchera jamais ton truc, c'est quoi cette idée ? Et puis le lendemain, on te dit, mais c'est super, génial. Voilà. Ah oui, donc il y a le facteur externe qui est... Ouais, c'est le facteur externe. En fait, c'est souvent des rendez-vous, que ce soit des rendez-vous informels ou pas. C'est que tu as des gens qui vont te dire que c'est top et d'autres qui vont te dire ça va pas. Et sauf que si tu enchaînes 2-3 regards négatifs. 2-3 ça va pas. 2-3 ça va pas. Non, tu te dis, mais est-ce que en fait, peut-être qu'ils ont raison. Ouais. Donc en fait, il faut être résilient à fond. Ouais. Se dire qu'une semaine passe et que la suivante peut être complètement différente. Et pareil, quand ça marche hyper bien, se dire aussi qu'il ne faut pas s'enflammer parce que ça peut redescendre un peu. Donc ouais, il y a ça, être prêt à affronter ça. Et être prêt aussi dans sa vie perso, parce que je pense que quand on entreprend, notamment au début, il faut soit être soutenu, soit être en capacité de le faire, mais sinon c'est pas si facile quand même. Alors justement, la question de l'accompagnement, c'est vachement important, à la fois dès le départ, je veux dire, au lancement de l'aventure, est-ce que c'est un truc qu'on fait seul ou à 2 ou à plusieurs ? Une question légitime. Ouais. Et derrière cette question, il y a aussi la question de l'agrégation des compétences. Tu vois, on parle vachement de Startup Nation, on parle vachement de briques techno. Enfin, tu vois, moi par exemple, je ne suis pas un geek, je ne suis pas un nerd. Tout se passe avec du social, avec du digital, de l'intelligence artificielle. Si j'ai pas cette connaissance-là, franchement aujourd'hui, si je veux m'inscrire dans le mouvement startup, je peux rien faire. La startup, elle est digitale obligatoirement, pas obligatoirement. Et alors, donc je reviens à la question, excuse-moi, j'ai un peu divagué, mais est-ce que, on part seul, on part accompagné, si on veut être accompagné, comment, par qui, où ? Moi, je sais que, honnêtement, je suis pas sûr que j'aurais pu le faire seul. Moi, j'ai mes associés, c'est un truc qui est déterminant dans la... Enfin, j'aurais pas pu le faire seul parce que... Parce que les associés, ils ont des compétences complémentaires aux tiennes ? Non, mais parce que déjà, on peut se parler dans les moments qui sont plus durs, on se soutient, on s'apporte vraiment une aide. Moi, c'est des potes, mes associés, depuis de très longues années. Donc, il y a cette relation forte et du coup, ça t'aide au moment aussi où c'est un peu dur. Et oui, et l'autre truc, c'est si on le fait avec des gens qu'on connaît bien, c'est la complémentarité. Nous, on a 3 profils
hyper différents. Vas-y, c'est On quoi sait- les profils? Thomas, il a un profil plus finance. Et donc du coup, lui, c'est lui qui a eu l'idée au départ et qui a senti qu'on pouvait aller là-dedans. Le business model. Ouais, et lui, il s'occupe de la partie financière et aussi de la partie orga, interne, process. Et ça correspond bien à tout son background et tout, donc là-dessus. Et Aristide, lui, c'est notre CTO. Aristide, il est brillant. Aristide est brillant, bien sûr, et Thomas aussi. Mais Aristide, c'est le CTO, c'est un dev pur qui a développé toute la plateforme au début sans rien, quoi. Et sans lui, c'était impossible. Même si on a commencé avec Thomas tous les deux, et après, on allait rechercher Aristide, ce qu'il ne pouvait pas au moment où on s'est lancé. Mais c'est pas... pour moi, c'était essentiel d'être hyper bien entouré comme ça pour le faire, quoi. Ouais. Et du coup, la brique techno, je reviens à ça parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de digital. Toi, on en parle un peu partout. Est-ce qu'il faut vraiment, de ton point de vue aujourd'hui, avoir cette intentionnalité digitale dans le lancement d'un projet, ou est-ce que finalement, on peut faire transformation de tel produit sans du tout du digital et se considérer comme une start-up et comme un entrepreneur Ouais. En fait, la définition de la start-up, après, on n'est pas obligé d'avoir toute cette envie-là. On peut être entrepreneur, lancé, sans forcément faire une start-up et chercher l'hypercroissance. Le seul truc avec l'hypercroissance, c'est qu'à un moment, il faut de la scalabilité, c'est le truc, il faut savoir comment ton modèle le fait. Et donc, du coup, évidemment, le plus simple, c'est le digital pour ça. Maintenant, des projets qui sont pas digitaux, il y en a plein, qui sont super. Je pense que c'est pas une fin en soi. En revanche, si on veut faire un projet digital, parce que c'est ça qui nous plaît et qu'on n'y connaît rien, moi j'ai découvert qu'en fait on pouvait quand même s'y intéresser et comprendre pas mal de choses, sans savoir coder finalement et connaître bien les technos et tout. On peut se dire exactement ce qu'on veut, commencer à penser à la solution. On peut aller assez loin avec la personne qui sera capable de le faire. Donc non, je pense que c'est pas un frein. Si on est intéressé, de toute façon on apprend sur le tas, mais il faut quand même s'entourer d'un mec qui est quand même bon à un moment pour développer, quoi. Première personne que j'ai interviewée pour cette 4e saison de la bicyclette, d'ailleurs tu le connais, c'est Johan. Je lui ai demandé si dans l'ESS tout avait déjà été fait ou est-ce qu'il y a encore de la place pour la création. Est-ce que tout a été fait ou est-ce qu'il y a encore moyen alors pas forcément avoir de la place pour la place, mais créer, disrupter un modèle. Est-ce que tout a été fait ou il y a de la place encore pour les futurs mecs? Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on est en train de... Il y a un changement de fond de paradigme, qui est un changement de la façon dont on a consommé, la façon dont on a fonctionné depuis des années. Donc en fait, on est en train de tout revoir. Tout à l'heure, on prenait des exemples de projets qui sont là pour réutiliser, redonner une seconde vie à des produits dans le social, dans l'environnement. En fait, on est en train de revoir notre mode de vie parce qu'on se rend compte qu'à un moment, ça a des limites. Donc des projets, il y en a plein à créer, à faire encore. Il y a la place pour énormément de monde. Moi, je dirais juste, quand on se lance dans un projet à impact social, il y a un truc qui est important à garder en tête, et ce que nous, on a essayé de faire depuis le début, c'est quelle est la viabilité économique de mon projet. Parce que, en fait, des idées qui peuvent un petit peu être révolutionnaires, ou en tout cas changer le monde ou améliorer, si elles n'arrivent pas à être ancrées, en tout cas financièrement, et qu'elles n'ont pas de viabilité, c'est compliqué à tenir. Et donc, il y a plein de choses qui ont existé et qui sont mortes aussi. Il y a quand même plein d'entrepreneurs qui ont lancé des super projets, qui ont eu 1 an d'existence, 2 ans, et puis d'un moment, ça chute. Donc, c'est un élément hyper important. C'est son modèle éco, je dirais, assez vite, quoi. Pensez tout de suite modèle éco. Qu'est-ce qui drague les financeurs aujourd'hui? Parce que la rentabilité dans l'économie de l'ESS n'est pas forcément la plus rapide, la plus spontanée, la plus évidente. Ouais, mais les chiffres sont quand même... les boîtes de l'ESS, en tout cas des boîtes qui ont un impact positif, on se rend compte dans le temps que c'est celles qui ont la meilleure... qui ont des chiffres. Il y a peut-être pas, c'est moins court-termiste, mais au final, en termes de sécurité d'investissement, ça se débat largement parce que les chiffres sont souvent meilleurs. Donc après, les investisseurs aussi se rendent compte que le monde change et qu'ils ont besoin aussi d'investir dans des solutions du futur. Qu'est-ce qui va être les entreprises qui marcheront dans 5, dans 10 ans. Donc ouais, tu as raison, c'est le temps long, je pense. C'est le temps long et la fameuse lame de fond aussi dont on parlait, de l'entrepreneuriat à impact. Je pense que nos auditeurs t'ont écouté avec énormément d'attention, mais ils veulent vraiment savoir où on est là, avec cette petite bière bien fraîche. Emmanuel, tu nous révèles l'endroit? Alors oui, on est au Ground Control, dans le 12e, à côté de Doménil, à côté de Gare de Lyon. Ça t'arrangeait parce qu'après tu vas aller à Bercy. Ouais, et ça m'arrangeait parce que c'était à côté de chez moi. Putain. Et en plus parce que moi j'aime beaucoup cet endroit, je le trouve très cool. Ouais, c'est open, les gens sont bien, ils sont pas trop bruyants. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, mais ils ont l'air heureux. On s'est un peu éloigné en même temps parce qu'il y avait quelques groupes un peu plus actifs, quoi. À mon avis, c'est que le début de la fête. Ouais, c'est possible. Mais à mon avis, c'est aussi que le début de l'ESS. Je pense que Wenabi fait partie de ces pépites
voilà, à ton image, sont très enthousiastes, participent directement à l'essor de cette économie dont on sait que la France est aussi pionnière dans le soutien. Ouais. Un vrai terreau favorable, je pense, à l'entrepreneuriat. Donc merci beaucoup, mais Emmanuel, d'avoir pris ce temps. Merci à toi. On termine avec nos auditeurs, mais on continue ensemble. Très bien. Allez, Merci. salut. Ciao. Salut. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.